Bonjour, bienvenue sur le plateau TV de Décideur Magazine pour une émission spéciale consacrée au marché financier. Pour nous accompagner dans notre réflexion, je suis ravi d'accueillir Valérie Nkake de SG 29 Haussmann. Bonjour Valérie. Bonjour. Alexandre Attal de Russell Investissement. Bonjour. Et Michael Israël d'IVO Capital Partners. Bonjour. Alors pour nous lancer sur le sujet, Alexandre, je me tourne vers vous. Quel bilan vous faites de l'année 2020 et surtout quelles sont vos perspectives pour 2021 ? Est-ce que c'est une année de reprise économique qui s'annonce ? Alors effectivement, d'abord, si on prend le temps de regarder rapidement l'année 2020, c'est une année qui a été exceptionnelle dans tous les sens du terme. À la fois avec une forte baisse des marchés sur la première partie de l'année et ensuite une forte reprise. Et on pourrait même se dire, qui aurait pu penser le 20 mars qu'aujourd'hui on serait sur ces niveaux-là de marché ? Il y a eu plein de facteurs qui peuvent désormais a posteriori justifier, mais a priori, c'était vraiment quelque chose d'inanticipable ou d'inenvisageable compte tenu de la crise qu'on a vécue, une crise mondiale, une crise globalisée qui a touché l'ensemble des pays de la même manière, à peu de choses près, mais qui, au final, a généré tout de même une sortie de crise différenciée en fonction des États, notamment sur le point de vue des performances boursières. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire, c'est d'abord de se dire que sur 2020, on a eu une véritable différenciation des performances entre les différentes zones géographiques, avec parfois certains effets de rattrapage, comme on a pu le voir récemment sur les marchés européens, mais finalement une crise globalisée, internationale, qui a des conséquences différentes d'un point de vue des performances boursières sur l'année 2020. Si maintenant on se positionne sur 2021 et qu'on essaie de donner un petit peu de perspective, le premier élément, c'est de dire qu'on s'attend chez Russell Investment finalement à une sortie de crise. Aujourd'hui, la thématique que l'on joue chez Russell, sur laquelle on va positionner nos portefeuilles, c'est une thématique de retour à la normalité. Et l'année 2020 devrait signer, on l'espère tous finalement, ce retour à la normalité sur l'activité économique et sur l'ensemble des secteurs des marchés et donc de l'activité économique. Pourquoi cet retour à la normalité ? Peut-être 2-3 éléments qui permettent de sous-tendre ce positionnement. Tout d'abord, on est dans un contexte global différent de celui d'il y a 2 mois, parce que désormais, il y a une solution potentielle à cette crise exogène du coronavirus sur le marché financier, qui est la crise du coronavirus. Il y a les vaccins qui ont été annoncés. Alors, ils ne sont pas tout de suite disponibles, ou pas forcément dans une ampleur permettant de régler la problématique pour l'ensemble de la population. Mais finalement, il y a une donnée nouvelle sur 2021 par rapport à 2020, et ça, c'est un élément catalyseur qui permet de donner une certaine inflexion sur le comportement des marchés, en tout cas les perspectives économiques sur 2021. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a quand même eu, pour certains pans de l'activité économique, certains pans de secteurs financiers, des valorisations des mouvements de marché qui ont été un petit peu tirés à l'extrême. Et donc, il peut y avoir un effet de rattrapage, et on l'a déjà vu avec le mois de novembre, où il y a une certaine rotation sectorielle qui s'est instituée. Donc finalement, cette thématique de 2021, pour nous, c'est plutôt une thématique de reprise retour à la normalité, de reprise de l'activité économique, reprise ou redémarrage d'un nouveau cycle économique, premier point. Et le deuxième élément, c'est que finalement, on va essayer dans nos portefeuilles d'axer des thématiques plutôt pour privilégier ce qu'on pourrait appeler la recovery trade, donc générer le retour à cette normalité, plutôt que des thématiques liées à la pandémie, parce que finalement, ça, c'est plutôt quelque chose qu'on considère derrière nous. Michael, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'Alexandre a parlé d'une crise globale, et pour y répondre, les États se sont massivement endettés. Et les banques centrales ont agi fortement pour justement permettre à l'économie de rester sur un trend plus positif. Est-ce que vous pensez que cet endettement est gérable sur le long terme ? Alors, dans la question, il y a quelque chose d'intéressant, vous dites sur le long terme. Parce que déjà, dans le court terme, je pense que ce n'est pas du tout un sujet pour les marchés financiers de se préoccuper. En 2021, ça ne va pas être la préoccupation majeure de savoir si les États sont surendettés ou pas. Après, dans cette question, il faut distinguer les émergents et les développés, puisque c'est pas la même chose. Et puis même, d'ailleurs, dans les émergents, c'est très hétérogène, donc il faudrait rentrer dans le détail de chaque pays. Mais je dirais que sur la différence qu'il y a déjà entre les deux zones, c'est qu'il y a, d'un côté, dans les pays développés, il n'y a pas de problématique d'endettement de devises externes. Donc c'est quelque chose qui stabilise le système, et ça peut durer très longtemps comme ça. On a connu des siècles de pays qui ont été très endettés et qui ont mis des siècles avant de chuter.
Et du côté des émergents, ça a été un problème historique, l'endettement en devises externes. Ça l'est de moins en moins, puisque ces pays émergents ont quand même aussi émergé d'une certaine manière. Le développement économique est à un tel stade pour beaucoup qu'ils ont une capacité de financement local. Et ça s'est vu encore là dans cette crise-là. Donc il n'y a pas eu de dérive budgétaire en devises externes, à part certains cas spécifiques, mais de manière générale, c'est pas un mouvement de fond qui a détérioré complètement ou qui devrait mener à s'inquiéter. Donc sur des cas spécifiques, oui, mais de manière générale, on ne voit pas ça comme un problème majeur. Valérie, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des marchés financiers cette année, des mouvements assez violents. Il y a eu un mouvement violent mais positif, c'est après les annonces sur les avancées du vaccin. Il y a eu également un point qui a rassuré les marchés, c'est bien évidemment les élections américaines qui se sont assez bien tenues. Est-ce que vous pensez que quelque part toutes ces bonnes nouvelles ne sont pas aujourd'hui pricées par le marché? Et est-ce que par ricochet, un marché qui est bien valorisé, c'est pas un marché qui est plus en risque par une éventuelle mauvaise nouvelle qui viendrait un petit peu inquiéter les investisseurs? Écoutez, c'est tout à fait la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire un certain nombre de facteurs de risque qui pesaient sur le marché sont en train d'être éliminés au fur et à mesure par l'intégration des perspectives plus positives. Je partage tout à fait la description macro qui a été faite récemment. Et du coup, face au violent rebond des classes d'actifs qui ont eu lieu assez récentes, notamment sur le mois de mars, le mois de novembre, qui a connu l'une des plus fortes hausses historiques des marchés, toutes classes d'actifs confondues par ailleurs, évidemment entraîne certainement une perspective moindre en termes de valorisation future. Ceci étant dit, si l'intégration des facteurs que vous venez d'évoquer, l'élection américaine et une certaine maîtrise de la pandémie se mettent en œuvre avec le vaccin, il reste encore, selon nous, un certain potentiel, eu égard effectivement à la dislocation des marchés qui a été provoquée par une distorsion de certains secteurs qui ont souffert et dont la reprise de nature cyclique, évidemment, devrait permettre une forme de rapprochement en termes de perspectives de performance. Donc en tendanciel, les perspectives vont certainement être moindres en rythme de performance, mais la dispersion à la fois géographique et sectorielle évoquée permet quand même d'avoir quelques opportunités d'arbitrage sur les marchés des classes d'actifs. Donc, en résumé, on a encore quelques facteurs sur la table qui peuvent générer des volatilités sur le marché et même des points d'entrée. Le Brexit, le sujet du Brexit. Il y a le sujet non évidemment bien impactant sur le marché, c'est quand même le 5 janvier sur la décision de basculement du Sénat américain qui a un impact potentiel important sur les marchés et qui peuvent dévier effectivement des perspectives de croissance. Donc nous y voyons plutôt une sortie positive sur les classes d'actifs compte tenu de ces paramètres-là et nous nous inscrivons évidemment, malgré des valorisations absolues qui restent au-dessus des moyennes historiques sur les métriques classiques, price earning, multiples de bénéfices, prac to book, etc. Néanmoins, comme on dit, le TINA, there is no alternative, est encore en vigueur pour un certain nombre de mois, en tout cas sur la perspective 2021, et un environnement de taux bas qui devrait, avec une croissance forte, un rebond attendu des bénéfices en 2021, qui devrait en somme être plus bénéfique aux actifs risqués d'une façon générale. Alexandre, tout à l'heure, vous avez parlé de rotation sectorielle. C'est vrai que l'année 2020 a consacré quand même les valeurs technologiques, notamment américaines. Est-ce qu'avec le vaccin, il faut désormais se positionner plutôt sur les valeurs cycliques, notamment européennes? C'est vrai que l'année 2020, on a vu l'envolée de ces valeurs technologiques jusqu'à quasiment le mois d'août. Et un des paradoxes de cette crise, par rapport, si on la compare à d'autres crises précédentes, il y a un premier paradoxe, c'est, comme vous le disiez, en 2008-2009, post-crise, tout le monde parlait d'austérité. Aujourd'hui, en 2020-2021, personne n'en parle. C'est pas le sujet l'austérité, c'est pas le sujet de gérer le problème de l'endettement. Ça, c'est le premier point de différenciation. Pour revenir à la question sur la rotation sectorielle, cette crise, elle avait été en amont, avant cette crise, marquée par une forte croissance des valeurs technologiques qui avaient très très bien performé. Et finalement, les vainqueurs de cette crise, les vainqueurs d'avant-crise sont également les vainqueurs de l'après-crise. Et c'est un petit peu différent de ce qu'on avait pu voir en 2007-2008, où les valeurs financières qui avaient beaucoup monté avant la crise ont été les premières à être massacrées durant finalement le sentiment d'aversion qui s'était propagé durant la faillite de Lehman. Donc oui, les valeurs technologiques ont eu la faveur des investisseurs pour deux raisons clés.
d'abord une raison pragmatique. Tout le monde, pendant le confinement, nos modes de vie se sont davantage digitalisés. On a davantage consommé du digital, consommé sur Internet, effectué nos achats en ligne. Donc finalement, ça a généré une véritable source de consommation pour ces acteurs qui ont profité de la situation environnementale dans laquelle le monde opérait durant cette période du Q2 et du Q3 2020. Premier élément. Deuxième élément, c'est le contexte de taux bas. On le sait, c'est un élément fondamental favorisant davantage les valeurs de croissance parce que finalement, ça rend l'actualisation des cash flows futurs générés par ces valeurs de croissance au même titre attractif que des valeurs plus-value pour lesquelles elles sombraient en plus ou elles souffraient en plus d'un effet lié à une perte d'activité économique, une perte de cycle économique parce que tout le monde était coincé chez soi et les entreprises étaient fermées. Donc le constat 2020, il ne pouvait que justifier un essor des valeurs de croissance malgré des valorisations qui étaient déjà très très élevées et très tendues. Finalement, quand on se positionne sur cette potentielle rotation sectorielle post-sortie de crise grâce finalement, au vaccin, ou en tout cas à l'annonce de la présence à terme de vaccins qui permettra de régler l'épidémie, oui, selon nous, on considère qu'il y a la faveur à ce que les valeurs les plus pénalisées, les plus massacrées durant cette crise, retrouvent les couleurs et les faveurs des investisseurs, parce que, il y a des valorisations qui restent très attractives, et compte tenu de la notion de il n'y a pas d'alternative, comme vous le disiez, finalement il faut aussi regarder, déployer ce flux de liquidité sur des valeurs qui présentent des fondamentaux intéressants, positifs, et en même temps, si on se positionne sur une logique de reprise de l'activité économique, de redémarrage progressif du cycle, finalement la voie de conséquence c'est qu'on devrait s'attendre à ce que les taux remontent. Pas significativement, parce qu'il y a toujours une banque centrale ou des banques centrales qui restent accommodantes, mais on s'inscrit davantage dans une logique de remontée granulaire des taux plutôt qu'une poursuite de baisse des taux. Et on le sait, finalement, la hausse des taux est un élément favorable pour les valeurs davantage value. Les premières du genre, ce sont des valeurs financières qui constituent un des viviers importants des stratégies value. Et donc, une hausse des taux, ou en tout cas une remontée des taux, c'est toujours un élément favorable pour les valeurs financières, mais également pour l'ensemble des valeurs cycliques dans leur globalité, des valeurs également du secteur de l'énergie, qui sont davantage value. Et donc, ce positionnement de recovery devrait accentuer finalement la rotation sectorielle qu'on a pu voir sur le mois de novembre, davantage en valeur de la value par rapport aux valeurs de croissance, et donc peut-être aussi davantage en faveur des valeurs européens par rapport au marché américain, qui, compte tenu de leur composition sectorielle, leur construction des indices, les marchés européens présentent un potentiel de rebond plus marqué que ce que les valeurs américaines peuvent présenter. Valérie, vous, de votre côté, où placez-vous le curseur de risque sur les marchés actions ? Alors, sur le marché action, évidemment, quand on s'inscrit, et ce qui est notre scénario principal, sur une reprise graduelle de l'activité, donc de nature conjoncturelle, donc nous en tirons une conséquence, c'est un rebalancement en fait de notre allocation d'actifs vers les zones géographiques et les secteurs qui sont les plus procycliques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on souscrit tout à fait à ce qui vient d'être dit. Nous avons un biais plutôt favorable sur l'Europe, sur la zone Europe, sur le Japon, qui devrait être aussi tiré en fait par la croissance chinoise, de notre point de vue en tout cas, et aussi évidemment, nous n'excluons pas les pays émergents qui par nature effectivement sont procycliques. Donc, on a globalement un biais plus favorable sur les actifs dits procycliques, compte tenu des perspectives qu'on a sur 2021, quelque part au second semestre, d'une reprise qui sera graduelle et qui sera probablement, selon nous, confirmera la tendance conjoncturelle de la reprise. Et par voie de conséquence, nous ajustons notre allocation d'actifs dans ce sens-là. Donc le curseur, pour répondre à votre question, est un curseur à la fois géographique, procyclique et aussi sectoriel. Parce que là, si la tendance directionnelle a un moindre momentum de performance, il va sans dire, compte tenu des écarts de performance historiques, le rattrapage se fera sur cette thématique-là. Géographique, je viens de le citer, mais aussi sectoriel. Notamment, nous favorisons les biens d'équipement, matières, etc., qui sont industriels, qui sont par définition sensibles au cycle économique. Voilà un petit peu notre positionnement aujourd'hui sur le curseur action qu'on met sur le portefeuille. Alexandre, Valérie a
petit peu abordé la partie croissance chinoise via le Japon. Est-ce que vous, de votre côté, le fait que la Chine, ça fasse partie quand même des grands pays qui ont montré qu'ils étaient capables de garder une croissance de leur PIB positif en 2020, ça fait d'elle une zone géographique intéressante pour investir sur le plan boursier? Alors aujourd'hui, si on pose les chiffres, la Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Et si on regarde le poids de la Chine dans les allocations des portefeuilles de nos clients, je pense qu'elle reste epsilonesque, parce que finalement, tout le monde se concentre davantage sur une allocation soit très domestique, soit finalement quand on se tente à faire un petit peu de diversification internationale, on se focalise directement sur les marchés américains et on oublie, ou en tout cas on minimise l'intérêt et l'attractivité que peuvent avoir les marchés émergents d'un côté, et plus spécifiquement la Chine également. Alors la Chine, oui, vous le disiez, seule économie en 2020 qui va afficher un taux de croissance positif. C'est un élément marquant et différenciant. Il y a des éléments finalement qui permettent de le justifier. Ils ont connu la crise du coronavirus un petit peu en amont de nous, donc finalement ils ont une gestion différenciée dans le temps, ce qui a permis un rebond plus rapide de l'activité, ensuite un soutien massif des autorités. On a eu à peu près des éléments comparables dans les pays développés, mais véritablement un fort investissement, et notamment dans le domaine des infrastructures en Chine. Et surtout, se dire que la Chine a profité d'une forte consommation de ces ménages, qui a été un élément finalement qui a permis de prendre le relais lorsque la part des exportations dans la construction de la croissance chinoise a baissé, parce que l'ensemble du monde s'était mis en mode pause durant cette période. Donc, des éléments qui permettent aujourd'hui, d'un point de vue fondamental, de considérer la Chine comme un acteur de plus en plus incontournable lorsqu'on a dans nos portefeuilles une allocation internationale et globalisée. Ce point de vue fondamental, il est conforté par des marchés finalement en Chine qui se normalisent, qui se standardisent par rapport aux règles internationales. On a vu, la Chine a œuvré au cours des 5 dernières années à faire en sorte que son marché boursier domestique, donc les bourses cotées à Shanghai et Shenzhen, qui étaient avant uniquement destinées à des investisseurs locaux, puissent être désormais davantage exploités par les investisseurs internationaux. Et donc cette ouverture, cette volonté de normalisation de la bourse chinoise continentale, et permettre aux investisseurs de ne plus uniquement utiliser les bourses de Hong Kong comme des proxys finalement de la croissance chinoise, a permis de générer à la fois des flux d'investissement importants de la part d'investisseurs internationaux, donc de soutenir les cours, les valeurs, et en plus, finalement, d'intégrer la Chine dans les indices représentatifs des différentes places financières à travers le monde. C'est des éléments forts à la fois de sentiments fondamentaux et cycliques qui permettent de justifier un investissement sur la Chine. Alors, bien évidemment, ça reste un marché émergent, soumis à une forte présence des autorités dans la gestion de l'économie. Il y a également, c'est un point qu'il faut mesurer dans son critère, dans son cas d'investissement. Et ensuite, il y a 2 éléments qu'il faut regarder. C'est le fort endettement qu'il y a en Chine, donc c'est un élément qui reste important. Et c'est ensuite de se dire, attention, il peut y avoir des vagues d'entrain ou des vagues un petit peu d'optimisme ou d'euphorie sur certains marchés à un certain temps. Donc attention, la Chine est aussi des marchés qui peuvent être toujours d'amplifier certains mouvements lorsqu'il y a un mouvement de panique se crée. Donc ça reste un marché émergent, avec les risques inhérents liés au marché émergent. Mais aujourd'hui, on ne peut plus considérer la Chine comme une allocation epsilonesque au sein des portefeuilles. Il faut considérer que la deuxième puissance économique en passe à terme de devenir potentiellement la première puissance économique, doit avoir dans une allocation action une place qui mérite un poids non significatif. Michael, on a fait un bilan assez complet de l'actualité sur les marchés actions. L'année 2020 a été aussi très intense pour les investisseurs en taux. Quel bilan vous faites sur les marchés obligataires de cette année 2020 ? Alors, bilan perspective, juste bilan. On va commencer par le bilan et on reviendra à la perspective juste donc, après. Bilan 2020, oui, vous l'avez dit, donc ça a été les montagnes russes, notamment sur la partie high yield. Enfin, tout a été disloqué au mois de mars. Même l'investment grade a été choqué. Mais sur la partie high yield internationale, on a eu un mouvement de dislocation, et encore plus marqué sur les émergents,
parce qu'il y a eu des effets, comme toujours dans les moments de dislocation, le marché passe de la micro à la macro. Il devient très top-down. Et donc, c'est des thèmes où il faut des filtres pour que le flight to quality se passe. Et on a vu quelque chose de très marqué, c'est des écarts entre les ratings. Donc, pour le dire simplement, si vous étiez vraiment sur des ratings très bas, je dirais une seconde après, vous n'êtes pas toujours sur des ratings très bas parce que les entreprises sont de mauvaise qualité. Mais si vous étiez sur des ratings très bas, vous souffrez énormément de cette dislocation. Et dès que vous remontez un petit peu dans les ratings, même si vous êtes dans l'univers high yield, vous souffrez un petit peu moins. Donc dans les émergents, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui avaient des pondérations ou des expositions importantes sur des ratings faibles, et notamment à cause des ratings souverains, alors parce que vous connaissez le lien entre le rating souverain et le rating entreprise, donc il y a un tas d'entreprises de très bonne qualité qui ont été survendues parce que leur rating n'était pas bon, mais c'est en raison du rating souverain. Et donc on a assisté vraiment à une dislocation majeure dans le crédit émergent high yield. Puis ça a été les montagnes russes, puisque c'est revenu très très fort, mais vraiment très très fort. Enfin, dans les performances, ce qui est intéressant cette année, c'est de regarder les performances intra-2020. On a sur l'émergent, on a des fonds qui ont fait plus 60. Entre le point bas et le point, on parle quand même d'obligations. Donc, c'est un marché qui a été complètement fou, une année qui a été complètement folle. Donc, tout ça va se stabiliser, va se normaliser. Je ne pense pas que tout soit déjà pleinement dans le marché. Justement, je pense qu'il y a encore vraiment du potentiel de revalorisation. Il faut décortiquer, il faut élargir l'univers d'investissement, aller sur des émergents, regarder dans les ratings, accepter de descendre un petit peu, mais tout ça avec de l'analyse crédit derrière, bien entendu. Et pour 2020, je pense que dans l'ensemble, les gens vont sortir du crédit high yield international sans trop de dégâts, alors que ça aurait pu, comme vous le disiez, en mars, on aurait pu vraiment se questionner de ce qui allait se passer. Deuxième chose intéressante, c'est les taux de défaut. Donc quand vous avez quand même, c'est assez intéressant, quand vous avez des décotes de prix qui tombent dans des proportions de 20, 30, 40, 50, 60% de décote par rapport aux parts, et que vous relevez les compteurs à la fin de l'année et vous dites qu'il n'y a pas de défaut, c'était une année d'opportunité. C'est tout, une année d'opportunité exceptionnelle. Ceux qui ont investi cette année dans cette crise, enfin, la plupart, on prend sur les 2 tiers de l'année, c'était exceptionnel parce qu'il n'y a pas eu de défaut. Alors pourquoi il n'y a pas eu de défaut ? Ça, c'est des sujets dont on peut débattre. Est-ce qu'il y en aura ? Est-ce que ça va venir ? Etc. Mais enfin, en l'occurrence, aujourd'hui, dans le monde du crédit en général, je ne vais pas parler de l'investment grade, le mot défaut n'existe même plus. Dans le monde de l'investment grade, il y a les banques centrales, elles sont là, c'est le premier bénéficiaire du support. Mais finalement, indirectement, dans le high yield aussi, on voit qu'il y a quand même très peu de défauts. Il y a eu les défauts du secteur énergétique américain. Enfin, en dehors de ça, il n'y a pas eu vraiment de défauts. Et si vous prenez ce qui est supposé être le gisement le plus risqué du crédit, c'est-à-dire l'émergent high yield, corpo, il y a 2,5% de taux de défaut sur l'année. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour faire le bilan de l'année sur le crédit. Vous voulez que je parle des perspectives ou... Allez-y. Vous êtes parti. Non, sur les perspectives, parce que je trouve que ça recoupe. C'est intéressant. Il y a quand même beaucoup d'éléments très positifs. Et il y a un élément qui, d'ailleurs, concerne toutes les classes d'actifs qui fait très peur. C'est si on a une déception sur la mise en place des vaccins. C'est-à-dire, si je le dis autrement, s'il y a une persévérance du Covid en 2021, les choses vont être différentes. Mais tout le monde assume, là, on voit bien que normalement, on est en... Le Covid, c'est derrière nous en 2021. Donc, si c'est derrière nous, on a des perspectives de croissance mondiale qui sont très bonnes. On a des perspectives de croissance chinoise hallucinantes. Ce qui est attendu, c'est plus de 8% sur l'année prochaine, sur la croissance chinoise. Les émergents, on en parle rarement, mais les émergents, d'ailleurs, cette année, ça les a aussi pas mal sauvés. Les émergents, depuis 2009, ils sont plus tellement dépendants des pays développés. Ils sont surtout dépendants de la Chine, en sensibilité économique. Quand la Chine va bien, les émergents vont bien. Donc c'est un élément important. Il y a une croissance attendue très forte aussi autour des 6% pour la zone émergente. Donc on devrait avoir une année de croissance. On a des banques centrales qui ont mis les taux au tapis. On a une liquidité abondante. Donc pour le crédit, c'est très important parce qu'un des risques qui amène à faire défaut, c'est le refinancement. Il y a de la liquidité. Même cette année, les marchés primaires ne se sont pas fermés. On a un dollar qui est faible.
On a un marché qui est passé risk-on en mindset, je dirais, en état d'esprit avec les vaccins. A priori, il y a quand même beaucoup d'éléments encourageants pour cette année 2021. On verra après. Parce qu'après, vont entrer, quand c'est plus le sujet du Covid, c'est le sujet économique. Donc, comment seront les bénéfices par action ? Ça, ce sera les débats, à mon avis, de l'année prochaine. Voilà. Valérie, où sont les opportunités justement sur les marchés obligataires en ce moment ? Alors, sur le marché obligataire, j'aurais une analyse un peu plus nuancée par rapport à la description qui en est faite de taux bas. D'abord, la première chose, c'est de constater quand même que malgré les niveaux de taux bas, si on place sur le niveau souverain notamment, il y a quand même un appétit des investisseurs sur cette classe d'actifs. Donc, ça traduit quand même une volonté de certains investisseurs, à mon sens en fait, d'avoir des contraintes d'allocation d'actifs et notamment de déploiement de liquidités. Donc, même si les niveaux de taux bas sur certains souverains sont assez peu attractifs, en réalité, il y a des contraintes d'allocation d'actifs qui donnent quand même des perspectives en termes de souscription en fait sur ces classes d'actifs. Donc c'est quand même une problématique qui doit être intégrée effectivement dans le concept de taux bas actuel. C'est pas parce que les taux bas sont bas que les investisseurs, notamment les grands institutionnels, ne vont pas s'intéresser à cette classe d'actifs à ce niveau-là, au niveau de la dette souveraine. Alors ça, c'est une problématique que je mettrai en fait dans le cadre de l'allocation d'actifs et de ses contraintes. Alors, il y a une approche aussi qui est beaucoup plus, j'allais dire, structurante pour les investisseurs, qui est la recherche du rendement. Et c'est celle-là qui attire probablement l'attention des investisseurs. Et en termes de perspective, qu'est-ce que ça peut donner ? Alors, moi, je décrirais la chose suivante, c'est qu'effectivement, la pression qu'exercent les banques centrales pour le contrôle de la courbe des taux, partie longue évidemment aussi, par les achats massifs en fait des dettes souveraines, n'autorise pas, en tout cas, une perspective de remontée de taux extrêmement forte, étant entendu d'ailleurs que les pressions inflationnistes aujourd'hui sont très faibles. Même si on se place sur une perspective de reflation, de schéma reflationniste et de reprise qui sera très progressive, on voit bien que les anticipations d'inflation restent quand même assez faibles. Donc, en termes de perspective de valorisation sur cette classe d'actifs, nous, on n'attend pas grand-chose en réalité sur ce schéma-là. Donc, le contrôle par les banques centrales est absolument vital compte tenu de niveau d'endettement atteint par la sphère à la fois publique mais privée, qui contraindront les banques centrales à maintenir durablement en fait une politique de contrôle de taux d'intérêt réel à des niveaux faibles. Donc, de ce côté-là, nous pensons qu'il n'y a pas grand-chose à attendre en termes de perspective de rendement. Après, évidemment, c'est une fragmentation qui est très forte par zone géographique, on l'a évoqué sur les émergents notamment. Donc on va rentrer dans un processus de sélectivité en fonction des zones géographiques et des émetteurs. On a évoqué les taux de défaut, etc. Donc il va sans dire selon nous qu'une fois qu'on élimine les perspectives directionnelles qui sont très peu attractives, on va redescendre sur des considérations plus bottom-up d'émetteurs et de secteurs. Là, évidemment, il y a des gagnants et il y a des perdants. Notre analyse, c'est que probablement sur les parties les mieux notées, il y a des gagnants clairement qui s'affichent et la tendance se voit bien, c'est ceux qui sont éligibles aux différents plans de rachat des banques centrales, qui vont continuer à être aspirés par ces mouvements d'intervention des banques centrales, étant entendu que quand vous voyez la Banque centrale européenne qui injectera dans des projections en fait, de rachat 95 milliards en moyenne mensuellement, il est hors de question d'avoir une remontée de taux sur cette sphère d'endettement en tout cas. Sur la partie crédit, là aussi, on a connu aussi une phase de normalisation en fait, des valorisations très importantes et violentes, suivant cela d'ailleurs les actifs risques et actions. Et on obtient aussi là des dispersions de performance entre les secteurs qui, en notre sens, permettent aussi des arbitrages intéressants, s'inscrivant dans une logique aussi de reprise cyclique progressive. Il nous semble intéressant aussi de pouvoir jouer en fait sur des thématiques qui accompagnent cette reprise sur les émetteurs plutôt procycliques. Et là, effectivement, on constate que même si la moyenne, qu'on traduit par des spreads, se sont normalisés de façon assez significative, d'ailleurs revenant pratiquement à des niveaux de début d'année en réalité. Mais cette moyenne, en fait, cache une dispersion assez forte qui autorise, selon nous, quelques opportunités d'arbitrage en considération d'une reprise procyclique.
Alexandre, justement, quelles sont vos positions sur la dette d'entreprise? On a beaucoup parlé de high yield. Est-ce que c'est un segment de la cote qui vous intéresse? Oui, et je partage certains éléments qui ont pu être développés par Valérie et Mickaël en amont. Au sein de nos portefeuilles multi-actifs, parce qu'effectivement, on a vraiment un rôle d'allocataire d'actifs au sein de la gestion de nos portefeuilles diversifiés. On a beaucoup parlé de la poche action. Sur la poche taux, on a également exploité finalement la forte volatilité et les opportunités que l'année 2020 a pu générer. Dès le mois de mars, on a renforcé le high yield au sein de certains de nos portefeuilles, considérant que l'écartement des primes de risque qu'il y avait pu avoir sur la semaine entre le 16 et le 25 mars était aberrant. On était à plus de près de 11% de primes de risque d'écart par rapport à des taux sans risque. On considérait qu'il y avait des opportunités de marché. On les a exploitées, on a renforcé ces stratégies et effectivement les soutiens ensuite annoncés par les banques centrales sur le segment obligataire investment grade dans un premier temps, puis qui s'est étendu au high yield dans un deuxième temps par la Fed, a été un véritable facteur de soutien permettant aujourd'hui, sur les niveaux de marché actuels, de voir que les primes de risque sur le segment investment grade ou sur le segment high yield au niveau global sont revenus sur des niveaux pré-Covid. Donc on a retracé l'ensemble du chemin que cette crise avait pu générer sur le marché obligataire pour des raisons qui ont été évoquées. Bien évidemment d'abord des taux de défaut qui sont restés modérés grâce à une forte présence des banques centrales, une abondance de liquidités et également une reprise de l'activité économique qui, post-confinement, en tout cas premier confinement, a redémarré de manière relativement dynamique et c'était un facteur de soutien pour l'ensemble des secteurs obligataires. Maintenant, si on se positionne et on se projette, on considère que oui, le moteur de performance resserrement des primes de risque a été un petit peu épuisé parce que aujourd'hui les banques centrales sont présentes et donc ça s'est beaucoup resserré et que ce moteur-là reste moins pertinent. Néanmoins, sur le segment investment grade, voire même le segment, et plus spécifiquement même sur le segment high yield, la thématique du rendement reste aujourd'hui un élément clé, un élément intéressant de diversification au sein de nos portefeuilles obligataires. Et finalement, c'est un des moyens pour profiter au sein de nos allocations obligataires d'un certain niveau de rendement qu'on ne trouve plus sur le marché des obligations gouvernementales. C'est très clair. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications et à très bientôt. Merci. À vous. Au revoir. Au revoir.